Bonjour, il me tenait à cœur de vous présenter mon roman d'humour et de rencontre qui a été publié en version numérique et gratuite sur Amazon, dont le titre est Compartiment 4 avec Marion. Auteur Caroline Lautrec-Sommeria. Petit résumé pour vous mettre en haleine. Il faisait si beau en ce mois d'août 1963 que la jeune femme Marion, en refermant sa porte, ne se doutait pas qu'elle allait ouvrir non pas la boîte de Pandore, mais vivre les aventures les plus folles qui allaient bouleverser sa vie. Surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, divers et variés. Merci. Chapitre 1er. Août 1963. Ce matin-là, j'étais la jeune femme la plus heureuse du quartier, ou de Paris, et pourquoi pas de la planète après tout. Habillé pour Besançon, je regardais mon billet de train avec engouement, puis le glissais dans une poche à l'intérieur de ma veste. Évidemment, ce n'était pas la Côte d'Azur, avec son soleil, la mer et ses cigales. Mais pour moi, cela évoquait ma jeunesse et l'amour que l'on m'avait donné. Ma valise pleine à craquer, dont j'avais eu soin de rajouter une sangle pour plus de sécurité, et mon sac en bandoulière aussi imposant qu'une musette, comme j'avais la tête un peu en l'air, je vérifiai encore une fois si le gaz et l'électricité étaient bien fermés. Ayant recouvert de draps, canapés et fauteuils, tout me semblait normal. En principe, c'était mon mari qui s'occupait de tous ces petits détails. Marié depuis 2 ans, je réitérais mes demandes auprès de mon époux pour qu'il parte avec moi en vacances, mais préférant partir avec ses copains de travail pour assister à des compétitions de judo, plutôt que de m'accompagner à la campagne, il répondit catégoriquement non. Chapitre 2. L'orphelinat. Lorsque la directrice de l'orphelinat arriva dans la salle de jeu accompagnée d'une dame, m'appelant « Marion, viens voir !» Âgée de 7 ans et très intimidée, je m'avançai vers les femmes. La visiteuse était très agréable à regarder. Elle souriait, puis elle me demanda « Cela te plairait-il de vivre à la campagne ? Tu aurais des poules, des canards, même des lapins. » Sans hésiter, je fis un signe de la tête « oui ». S'approchant de moi, elle me dit « Eh bien, Marion, je vais faire le nécessaire pour t'emmener. » Elle sortit de son sac un gros paquet de bonbons qu'elle me tendit, mais la directrice s'empressa de l'attraper. Puis, s'adressant à la visiteuse, elle rétorqua « Je leur distribuerai plus tard. » Alors que j'avais complètement oublié la dame aux bonbons, 6 mois plus tard, la directrice me fit venir dans son bureau et m'expliqua. « Marion, tu te souviens de la personne qui était venue te voir ? Tu peux être contente, elle arrive aujourd'hui pour venir te chercher. En attendant de partir, tu vas rester dans mon bureau. Je ne veux pas que tu retournes en classe. Les enfants ne comprendraient pas pourquoi tu pars et pas eux. » Ne comprenant pas très bien ce qui m'arrivait, tout se passa très vite. La directrice m'accompagna jusqu'à la voiture où m'attendait la dame qui se nommait Ariel Rivera. Timidement, je me retournai pour voir la maison. J'aperçus des frimousses derrière les vitres qui me faisaient des signes de revoir. Pendant le voyage, le paysage défilait devant mes yeux. Ariel ne cessait pas de me parler. Elle me disait « Tu vas voir, Marion. » J'ai 2 garçons. Ce sont des jumeaux. Ils ont 8 ans et se prénomment Jacques et Adrien. Ces paroles ronronnaient comme une musique, et bercée par les roulis de la voiture, je m'endormis. À l'approche du village, Ariel me réveilla et fit stopper la voiture pour sortir une bouteille de jus de fruits et m'en verser un gobelet. Elle essaya ensuite de dompter mes cheveux et y renonça. En souriant, elle me dit « Pour ta jolie tignasse, nous verrons plus tard. Tu es très mignonne, tu sais. J'espère que vous allez vous entendre tous les 3. » Enfin, nous étions arrivés à Verchamp, petit village de 2000 habitants, avec 3 grosses fermes, puis l'entreprise de maçonnerie qui était juxtaposée d'une belle grande demeure, que possédait la famille Rivera, dont je faisais maintenant partie. En arrivant, je découvris un immense noyer qui trônait au milieu de la cour. Les jumeaux vinrent vers moi. Jacques
que la maman me présenta m'offrit une girafe en bois, et Adrien me fit une bise sans rien me dire. Chapitre 3. Départ en vacances. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, tout me revenait en mémoire. Peut-être le fait de partir avec ma valise, ce que j'avais fait 16 ans plus tôt. Toujours est-il que cette fois, j'étais joyeuse comme un pinson, et tirant ma valise sur le palier tout en fermant ma porte, je chantonnais. Départ à 9h, wagon 22, compartiment 4, place numéro 16, côté fenêtre. Je savais tout par cœur. Je n'aurais pas besoin de sortir mon billet. Ma porte fermée, sautant de joie comme Perrette et son pot au lait, je fis un demi-cercle sur moi-même. Mais j'avais oublié ma valise qui se trouvait à mes pieds. Je trébuchai dessus et le poids de mon sac musette m'entraîna au bord des escaliers. Pour comble de malchance, ma valise qui était en équilibre me tomba sur les pieds. Je suis la catastrophe, dévalant les marches 4 à 4, lorgnant la rampe à laquelle je voulais m'accrocher, je réussis à la saisir au vol. Mais emporté par mon élan, c'est sur mon séant que j'arrivais, sur le palier du dessous. C'est à ce moment précis que le voisin intrigué par le vacarme ouvrit sa porte. La valise qui s'était arrêtée au milieu de l'escalier reprit sa course de plus belle, avec une force dévastatrice que rien ne pouvait stopper. Ouvrant de grands yeux, le pauvre garçon n'eut même pas le temps de dire ouf qu'il recevait la valise dans l'estomac. Toujours assise sur les marches, pieds nus, car dans ma course folle j'avais perdu mes souliers et mon chapeau, me cramponnant toujours à la rampe, le pauvre garçon n'était pas remis de ses émotions qu'il me souffla à l'oreille d'une voix rauque. « Vous allez bien ?» Se relevant l'œil noir, il vint vers moi. C'était un rude gaillard. Je me fis toute petite. Si jamais celui-là me donne une gifle, il me décolle la tête. D'une voix chevrotante, je murmurai. « Vous savez, c'est à cause de ma valise, elle est très lourde. » Puis, je bredouillai des mots sans suite. Il resta un moment à me regarder, puis me tendit la main pour me relever. Je me sentis très soulagé. « Où allez-vous avec votre attirail ?»« Je vais à la gare. »« Vous allez à la gare ? Alors je vais vous accompagner. C'est plus prudent. Mais surtout, attention aux voyageurs du métro. Vous êtes capable d'en assommer 3 ou 4 avant d'arriver à la gare. » Le gaillard entra chez lui et en ressortit avec une sacoche, une veste qu'il enfila. Me tendant sa serviette, il prit ma valise et ma musette. Sans un mot durant le trajet, il me déposa devant la gare. Il était 8h30. Nous avions mis à peine 30 minutes. J'avais juste le temps de monter dans le train. « Vous pensez vous en sortir ou je vous accompagne ?» Ne répondant pas à sa question, je pris mes 2 bagages et me dirigeai vers les quais. « Attendez !» me cria mon chauffeur. « Je vais vous aider. » Puis s'arrêtant, il me cria. « Que fait votre mari ? Si vous en avez un, il ne pouvait pas vous aider ? » Je me présente. Francis Train, comme le train. Nous étions arrivés devant les tableaux d'affichage. Besançon, quai numéro 10. Le regardant, je lui dis. Je m'appelle Marion Tiller. Et oui, je vais à Besançon. Nous sommes sur le quai maintenant. Quel est le numéro du wagon ? Avez-vous votre billet ? Le numéro est inscrit dessus. Je connaissais tout par cœur. Je le chantonnais avant de partir, mais j'avais tout oublié. Puis ce type me cassait les pieds à me crier dessus et à me donner des ordres. M'arrêtant net, je lui criai au nez. « Stop ! Merci ! Et merci ! Je n'ai plus besoin de vous. Fichez-moi la paix !» Rouge de colère, il laissa choir mes bagages et disparut. Ouf ! Assise sur ma valise et prenant une bonne bouffée d'air, je murmurai. Wagon 22, compartiment 4, place 16, côté fenêtre.
me relevant, j'étais devant le wagon numéro 15 et me dépêchais d'avancer. Wagon 22. Je grimpais en tirant ma valise. C'est bon, le compartiment 4 n'était plus très loin. Mais dans le couloir encombré de paquets, les voyageurs qui n'avaient pas de place assise, des gamins qui criaient, c'était l'horreur. Je tirai ma valise. Une voyageuse s'exclama. « Attention, ma petite, vous écrasez mes casse-croûtes !» Je n'en pouvais plus. Et cette valise, quelle idée de la remplir comme ça. Compartiment 4. Enfin, j'étais arrivé. Faisant coulisser la porte, ma place numéro 16 était bien là et libre. Mais une odeur nauséabonde se dégageait de cet enclos confiné et me prit à la gorge. Tous les visages se tournèrent vers moi, faisant un signe bonjour de la tête. J'avançai, tirant ma valise jusqu'à ma place, m'excusant chaque fois que j'écrasais les pieds d'un ou d'une voyageuse. Un gros dilemme se posa, puisque j'avais posé ma valise à ma place, et pour m'installer, il fallait que je la monte dans le filet, et cela, ce n'était pas gagné. Je voulais bien, mais, avec son poids, elle retombait sur mon voisin de gauche qui ronflait la bouche ouverte, ou c'était moi qui tombais en arrière sur mon voisin d'en face. Peut-être avait-il réalisé du danger qui le menaçait. Toujours est-il qu'il se leva d'un bond, prit la valise et la jeta dans le filet. Alors que je le gratifiais d'un beau rictus, il se replongea dans son magazine. J'étais enfin installé, poussant un soupir de soulagement quand j'entendis le chef de gare siffler, puis les portières claquèrent, le nez au carreau. Je savourais ce moment tant attendu. Doucement, le train quitta la gare, et de plus en plus vite, la locomotive nous emmenait vers nos diverses destinations. De ma place, près de la fenêtre, je pouvais voir tout le compartiment. Face à moi se trouvait le militaire, dont je vous ai parlé un peu plus haut, qui d'une main secourable m'avait évité la catastrophe. À sa droite, une jolie jeune femme vêtue avec élégance, les yeux mi-clos. Sentant mon regard, elle ouvrit les yeux en me souriant, puis rabaissant les paupières, elle replongea dans ses pensées. Près d'elle se trouvait une dame entre 40 et 50 ans, et très pet sec, chapeau et gants de peau. Sur les genoux, une fourrure avec à l'intérieur un chat. À côté de madame Petsec se trouvait un homme âgé, qui ne cessait de plier et d'allonger ses jambes. De l'autre côté du compartiment, face à monsieur la guibole nerveuse, se trouvait un jeune étudiant, qui regardait passer les voyageurs dans le couloir. À sa droite, une place vide, certainement une personne qui avait dû rater son train. Et près de moi, sur ma gauche, un homme d'une corpulence imposante, au visage buriné par le grand air de la campagne. Tout ce petit monde enfermé dans le compartiment 4 essayait de passer le temps du mieux possible. Le militaire s'était endormi. Ses jambes détendues par le sommeil vinrent carrément s'insérer au milieu des miennes. La jeune femme qui s'appelait Marie s'était endormie, et n'en rien pour se caler, elle n'allait pas tarder à tomber sur le militaire. Madame Petsec, quant à elle, avait mis ses lunettes et lisait une brochure de tricot. Le père Laguibole s'agitait sur sa banquette. L'étudiant regardait une revue. D'après son visage congestionné, cela ne devait pas être un manuel scolaire. Puis mon voisin le hobereau devait avoir faim, car son estomac faisait un drôle de bruit. Tout ceci au rythme cadencé de la locomotive qui nous disait « Je t'emmène, je t'emmène, je t'emmène ». Cela faisait 2 bonnes heures que nous étions partis, lorsque mon voisin le paysan se leva et ouvrit la porte du compartiment et se dirigea certainement vers les WC. Ce fut le signal du pipi-caca. Le pépère aux jambes nerveuses commençait à fatiguer de soulever ses guiboles et se leva à son tour. Madame Minou partit à son tour soulager sa vessie, laissant son matou à sa place. Puis, à mon tour, me démêlant les jambes qui étaient prises dans un étau avec celles du militaire, il se réveilla en sursaut.
confus, il s'excusa en récupérant sa paire de jambes et partit à son tour, suivi de la jeune femme qui s'était réveillée. L'estomac de mon voisin qui était de retour faisait de plus en plus de bruit. Ayant récupéré mes jambes, je me dirigeai vers le couloir. Mais pire que si l'on distribuait des repas gratuits, le cabinet des anses était assailli. Renonçant momentanément à soulager ma vessie, je réintégrai ma place. Chapitre 4. Pause casse-croûte. Tout ce remue-ménage avait ouvert l'appétit de mon voisin le fermier, dont l'estomac faisait un bruit caverneux. Il était temps qu'il alimente la bête. Se soulevant à peine pour prendre sa panière qui se trouvait dans le fil à bagages, son gros fessier en se rasseyant s'installa sur ma cuisse. En bougonnant, il se poussa, pas content du tout, et se sépara de ma malheureuse cuisse endolorie. La panière sur les genoux, il en sortit une serviette à carreaux rouges. Il se mit autour du cou. J'appréhendais la suite. Après la grosse fesse, j'avais peur de prendre le menu de son garde-manger sur ma robe. Délicatement, il sortit un pot de rillettes, ensuite un gros pain tout rond, puis sortit son opinel de sa poche, et entra en action et vint sourciller, trancher dans sa miche un énorme morceau de pain. Puis, de nouveau l'opinel fut de service. Plongeant dans le pot de rillettes pour en ressortir avec un beau morceau de viande d'oie, qu'il admira comme on regarde une crotte de nez avec laquelle on s'est battu un bon quart d'heure avant de l'extraire, sans hésitation, il ouvrit sa grande bouche aux lèvres violacées pour engloutir une bonne vieille tranche de pain, au grand bonheur de son estomac qui criait famine. Pas du tout rassasié, il sortit un saucisson à l'ail, tout en piaffant de plaisir comme un cheval en rut, qui a repéré sa femelle. Un morceau de sauciflard partit rejoindre les rillettes dans l'estomac de l'homme perturbé. Bientôt, tout le compartiment 4 empestait l'ail. L'appétit des voyageurs se réveillait. Le militaire sortit de sa musette un casse-croûte au camembert. Était-ce ses pieds ou le fromage qui sentait le plus fort? Je ne saurais le dire. Madame Petsec, avec son chat, sortit un paquet de gâteaux dont elle en extirpa un, qu'elle grignota sur le bout des lèvres. Le pépère, qui avait la danse de Saint-Guy dans les jambes, lui, ce fut des œufs durs qui avaient l'odeur d'une flatulence en série. Tant qu'à notre jeune étudiant, c'est une gamelle de crudité jambon oignon que sa maman avait dû lui préparer et qu'il avala goulûment. Eh bien moi, j'avais oublié de me préparer un sandwich. Ce n'était pas grave, j'avais une bouteille d'eau et quelques bonbons. Puis, l'odeur qui se dégageait du compartiment suffisait à me nourrir. Tout ceci avait donné soif au paysan, qui sortit de sa corbeille à malice une bouteille de son bon picrate de 15 degrés qui vous scie les pattes dès la première gorgée. Buvant à la bouteille une bonne rasade, il éructa bruyamment avec l'odeur d'ail en prime. Il daigna quand même s'excuser. Rangeant le reste de son festin, il se frotta à la bedaine et il fut satisfait d'avoir régalé son estomac. Il tendit sa bouteille au militaire. « Tiens, mon gars, un canon de rouge, cela ne se refuse pas. » Le militaire sortit de sa musette une timbale que notre agriculteur remplit à rebord. Voyant l'objet du délit s'approcher dangereusement de moi, je me ratatinai près de la fenêtre, repliant mes jambes. Mais l'engin arriva à bon port. Le bon 15 degrés fut avalé, et la timbale de nouveau remplie. Comme pour la nourriture, les voyageurs eurent soif en même temps. Madame Minou sortit sa thermos de thé, le pépère une bière, l'étudiant une limonade, et Marie, elle, grignota un sandwich jambon, avec à ses côtés une bouteille d'eau. Le militaire, pour la deuxième fois, s'apprêtait à porter sa timbale pleine à ses lèvres gourmandes, et ses yeux reflétaient la satisfaction de ce breuvage qui allait certainement le faire dormir au moins 2 heures. Alors que le voyage aurait pu se passer sans accroc, mais voilà que le mécanicien de la locomotive, pour une raison inconnue,
tira de toutes ses forces sur le sifflet de sa machine et donna un violent coup de frein. Avait-il vu quelque chose sur les rails? Nous ne le saurons jamais. Mais une chose était certaine. C'était la timbale qui devait rendre heureux ce pauvre militaire, mais au contraire elle vola au-dessus de sa tête, lui retombant sur les cheveux, sa figure rougissant de son 15 degrés. Puis, se retournant vers sa voisine, qui n'avait pas vu voler la timbale, mais voyant son visage rouge, croyant qu'il s'était tranché la gorge, elle se mit à hurler tout en se levant pour quitter le compartiment 4. Effrayé, le hobereau, qui refermait son opinel, se trancha le pouce, et cette fois ce n'était pas du vin qui jaillissait, mais bel et bien du sang. La mère Minou oublia qu'elle avait son chat sur les genoux, voulut se sauver, mais monsieur la guibole nerveuse avait encore les jambes en action. Elle s'en mêla les pieds et tomba entre les jambes du jeune étudiant qui la regarda avec un sourire complice. Là-dessus, le père la guibole, qui était tombé sur les genoux, se releva au moment où la porte du compartiment s'ouvrit, faisant place au contrôleur qui reçut Pépère dans les bijoux de famille. Le souffle coupé, perdant l'équilibre, le préposé, puis la mémère roulèrent cul par-dessus tête dans le couloir. Un voyageur croyant à une attaque tira en hurlant la sonnette d'alarme, en vociférant des onomatopées et des paroles incompréhensibles. Ce fut l'apocalypse dans le train. Par peur de la sirène, le chat comme un diable s'échappa de sa corbeille, comme un diable sort de sa boîte. Monsieur le soldat se retrouva sur mes genoux. Monsieur le hobereau, qui n'avait pas encore refermé sa panière, cherchait à quatre pattes son saucisson à l'ail, et monsieur l'étudiant, pris de panique, s'était réfugié dans le filet à bagages. Et dans le couloir, c'était la mêlée. Les trois protagonistes continuaient à se débattre. C'est dans cet état d'effervescence que mécaniciens et contrôleurs arrivèrent sur les lieux du désastre. Tout le monde voulut parler en même temps. Mais l'étudiant du haut de son porte-bagages, voulant expliquer